Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Oui, jamais. Mais moi, je ne le prends pas. Donc, merci d'être nombreux et nombreuses ce soir pour la reprise des rencontres à la librairie du Boulevard après l'interruption de l'été. Donc, ce soir, on reçoit monsieur Marc Chenet pour son nouveau livre qui nous dit « Stop ». On a bien marqué en gros. Alarme contre la finance casino et la marchandisation du vivant. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Et donc il est accompagné de monsieur Bachmann du Courrier. Bach, pardon. J'ai un peu rallongé votre nom. Monsieur Bach, voilà, qui va faire la modération pour ce soir. Merci. Et voilà. Moi, je vais reprendre le micro. Bonsoir, bienvenue à ce moment d'échange avec Marc Chenet. Monsieur Chenet, vous êtes professeur émérite de l'Université de Zurich, après avoir enseigné à HEC Paris, et vous publiez ce livre qui vient d'être présenté aux éditions d'en bas. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « La crise permanente, l'oligarchie financière et l'échec de la démocratie aux presses polytechniques ». Et puis, en lisant votre CV, j'ai vu que vous êtes aussi un matheux, en fait. Mais ça ne se voit pas dans le livre. C'est-à-dire que c'est très pédagogique, très abordable, il n'y a pas besoin d'avoir fait c'est l'objectif. 15 ans d'économie. Ça m'a un peu fait penser aux ouvrages de Michel Husson, le regretté Michel Husson, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué. C'était un économètre Abordable. très abordable justement, mais qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui manque beaucoup à la gauche de la gauche en France. Donc merci de votre présence, merci au public qui est nombreux. Je pense qu'il y a pas mal de collègues, confrères, anciens collègues. Donc, vous pourrez poser toutes les questions. Monsieur Chenet, vous allez faire une brève présentation de ce qui a structuré votre livre. Je vous avais donné 10 minutes, mais vous aviez oublié. Mais oui. ça, je crois. Ça va revenir. Et puis, je me permettrai ensuite une ou deux relances, parce qu'il faut toujours ça pour chauffer un peu la salle. Personne n'ose se lancer en premier. Mais après, l'idée, c'est quand même d'avoir une discussion, un moment d'échange, de participation. Mais je vous prierai aussi d'être concis, parce que des fois, il y a des gens qui s'étalent. Je vous cède le micro. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots et puis pour cette invitation aussi. Je vais commencer ma brève introduction par une question. Qu'est-ce qui vous a frappé cet été? On est à la fin de l'été, l'automne commence. Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué? Des événements nationaux, internationaux? Qu'est-ce qui a éventuellement retenu votre attention? Peut-être de manière dérangeante, mais est-ce qu'il y a quelque chose tout de même, ou plusieurs aspects qui ont posé problème, hein? Il y a eu 3 mois derrière nous, il s'est passé beaucoup de choses finalement en 3 mois. L'histoire s'accélère. UBS par exemple, alors je note. UBS, oui, d'accord. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Trumperie. Pardon? Les tromperies. Ah d'accord, Trump. D'accord, effectivement. Comment? Moi, c'est les reconnaissances en rafale de la Palestine alors qu'elle n'existe plus. Uh-huh. Ah oui, C'est un terrain de ruine qui est reconnu, ça, je voulais dire. oui, c'est ça. C'est mal. Alors, quoi d'autre? Charlie Kirk. Ah oui, Charlie. Charlie. Oui, merci. Et puis Robert Kennedy Jr. qui analyse de façon très critique les injections anti-Covid. D'accord. Et quoi d'autre? Pour vous mettre sur la piste, lié à la température. On termine l'été. Donc, il y a tout de même des moments particulièrement difficiles. Voilà, canicule. Bon, on pourra en rajouter comme ça. Il y en a eu 2 carrément. Oui, oui. Donc, Et on est à côté d'un îlot de chaleur, la plaine de Plain-Palais, c'est ça, c'est ça. Donc, ça me fournit matière à introduction, effectivement, puisque ce livre est un cri d'alarme. Lorsqu'on est dans une impasse, et on est vraiment dans une impasse actuellement, la plupart des signaux essentiels sont au rouge. On en a listé quelques-uns. Encore une fois, réchauffement climatique, une finance casino débridée,
perte de biodiversité, guerre permanente, ça suffit. Puis injustice sociale aussi incroyable, du jamais vu, on va passer ça en revue brièvement. Et puis une élite politique au niveau mondial qui regarde ailleurs, en quelque sorte, qui s'en tire bien. Et donc il y a matière à analyser. Donc stop, un cri d'alarme. Bon, il y avait effectivement la crise permanente, puis à un moment on essaie de se poser la question de savoir où on va, et encore une fois, lorsqu'on est dans une impasse, il s'agit de chercher une autre direction, et pas d'accélérer, avec des pseudo-solutions qui sont répétées à satiété. Donc dans le monde de l'économie, de la finance, j'ai pris ma retraite l'année dernière, j'étais à l'université de Zurich, et bien les solutions qui reviennent souvent, c'est plus de croissance et plus de marché. Et c'est ce qui est répété à satiété aussi. À un moment, il faut réfléchir. Donc, dans une impasse, réfléchir, s'arrêter, réfléchir et changer de direction. Donc, c'est l'idée du titre, en tout cas. Alors, on peut passer en revue un certain nombre d'éléments que vous avez cités, ou pas. Donc, réchauffement climatique, il faut réfléchir, un autre, même 3 ou 4 degrés à la fin du siècle, ce n'est pas neutre. Nous faisons partie des générations qui avons la responsabilité de penser à des individus qui ne sont pas encore nés et qui ont le droit, comme nous, tout simplement, d'avoir accès à l'eau fraîche et de respirer de l'air pur. C'est extrémiste de dire cela. C'est vraiment le b.a.-ba. Et si on continue comme ça, ils n'auront pas ce droit. Ils ne pourront pas l'exercer, ce droit. Au nom de quoi ? Alors si on considère, je continue avec le réchauffement climatique, les accords de Paris, ils ont été signés, c'est très bien. Simplement, il ne s'agit pas seulement de signer, il s'agit d'appliquer. Et selon les accords de Paris, nos émissions par personne devraient être de l'ordre de 1 ou 2 tonnes d'équivalent CO2. En Suisse, on est entre, on va dire, 10 et 15 tonnes, suivant les modes de vie, peut-être un peu moins si on n'a pas de voiture. Bon. Vous avez une idée des émissions de CO2 de quelqu'un, d'un milliardaire ou de quelqu'un comme Elon Musk par rapport à ces 1 ou 2 tonnes par an? Je sais pas, 10 fois. Oui, ils sont au moins à 10 000. C'est-à-dire si vous avez un jet privé, un super yacht, vous êtes au moins à 10 000. Ça, c'est sans compter les investissements, parce qu'ils sont actionnaires de telle ou telle société. Alors là, ça dérape complètement. Monsieur Elon Musk, pour ne point le nommer, donc voyage plus d'une fois par jour avec son jet. Et ces gens-là nous donnent des leçons. Ils vont au COP, vous savez, ces réunions annuelles, d'ailleurs, qui vont bientôt avoir, la COP de cette année va bientôt avoir lieu au Brésil. Ils y vont souvent en jet privé pour nous expliquer comment nous, on doit vivre. Donc, il y a un grand cynisme dans tout cela. Alors, injustice sociale, elles sont liées. Ce qu'il faut, je pense, saisir, c'est que ces problèmes sont liés. On ne peut pas traiter la question de la lutte contre le réchauffement climatique sans traiter la question sociale. C'est pour ça que je parlais des Trump, des Bezos. Monsieur Bezos, juste pour donner un exemple, a vu sa fortune s'accroître en un seul jour, en l'occurrence le 20 juillet 2020, de 13 milliards de dollars. J'ai pas dit 13 millions, c'est 13 milliards de dollars. Alors c'est tellement énorme qu'on perd les notions. Juste pour mettre en rapport, pour mettre en relation. 13 milliards de dollars, ça veut dire à peu près le double de ce qu'1,3 milliard d'Africains ont perçu le même jour. 1,3 milliard d'Africains. Les Africains, il y a des pauvres, il y a des riches aussi. Le double de tout cela en un seul jour, une personne. Le château de Versailles, Louis XVI était un des personnages les plus riches à l'époque. Le château avait été construit avant lui. Ces 13, bon, c'est pas toujours évident de mettre en rapport des dollars actuels avec les monnaies de l'époque, le louis en l'occurrence, mais ça fait facilement 10 châteaux de Versailles. Vous savez combien de temps il a fallu pour construire ce château, l'ordre de grandeur? Environ 50 ans. Monsieur Bezos est pressé, donc c'est en une journée. Ça, c'est incompatible. Cette richesse, non seulement énorme, mais aussi qui s'accumule à grande vitesse, est incompatible avec un système démocratique. Je dis à grande vitesse parce qu'à l'époque, vous aviez des familles, des dynasties d'entrepreneurs, et il fallait génération après génération, les fortunes s'accumulaient. Là, c'est tout et tout de suite. Et on en veut encore plus. Et ça génère les tensions que l'on peut observer, ça génère tout nombre de soucis. Vous voyez le débat en France avec la taxe Zuckman.
Les 2%, c'est déjà trop. Vous savez, vous avez une idée du taux marginal d'imposition aux États-Unis après-guerre pour les familles les plus riches, hein, ceux qui disposaient... Comment ? 80%. Oui, c'est ça l'ordre de grandeur. 80%. 80%. Taux marginal. Au-delà de quelques millions de dollars actuels. 2 si je ne m'abuse. Alors, on peut pas continuer à passer en revue tout cela. Donc, perte de biodiversité, ne sont pas du tout sur le radar de la plupart des politiciens. Qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit? Qu'est-ce qu'ils ont eu à l'esprit cet été en particulier? On a assisté à un spectacle pitoyable cet été, à une soumission anticipée de politiciens de troisième catégorie qui n'ont en tête qu'une seule chose: satisfaire le roi Donald. Pas nous qui avons voté, non, le satisfaire. Donc, est-ce que M. Donald souhaiterait qu'on achète plus de F-35 ? Plus de pétrole, de gaz liquéfié? C'est tout de même incroyable. Donc, dans une démocratie, la priorité n'est pas le roi Donald, mais les électeurs. Manifestement, ce n'est pas le cas. Pas en Suisse et en Europe en général. Pitoyable, farce pitoyable. Donc ça, c'est tout de même assez frappant. Après ça, bon, c'est ça, ces fameux achats de F-35, on en a besoin. Vous savez que la facture a décollé avant que le moindre F-35 n'ait atterri en Suisse. Vous avez saisi certainement la différence entre prix fixe et prix garanti. Moi, je ne la connaissais pas, jusqu'à ce que ces responsables politiques se soient exprimés. Ils ont certainement fait de longues études. On a voté sur un texte qui n'avait aucun sens. Prix fixe, ah oui, mais il n'apparaissait pas dans le contrat. Ah bon, après ça sert de voter. Hein. Mais on se moque de tout là. Donc si on est contre ces F-35, il faut le faire savoir aussi à quoi ça sert. Vous avez suivi l'affaire des drones aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi qui ne supportent pas, ils ne peuvent pas voler quand il fait trop froid. Ah bon? Très bien, ils ont certainement tenu compte du réchauffement climatique. Quoi qu'il en soit, c'est assez pitoyable. Et puis bon, les guerres qui se multiplient de par le monde. La guerre est un business. Le sang se paye en dollars et les destructions se mesurent en rendement. Dans ce monde cynique, les massacres sont perpétués au nom de la vie. Les mensonges sont proférés au nom de la vérité. Et finalement, l'opacité est promue au nom de la transparence. Donc, il faut bien le comprendre, il faut bien tirer les conclusions. Le temps passant, avec l'âge, on est amené effectivement à analyser la situation et à réfléchir. Tout simplement pour les générations à venir, enfin, les gens peut-être qui sont jeunes, qui ne se posent pas ces questions, qui ne sont pas encore nés, mais qui vont se les poser de manière forte, le temps passant, c'est une situation qui devient insupportable. Même si on vit bien en Suisse par rapport à d'autres pays, ou en Europe en général. Enfin voilà, je ne vais pas non plus m'apesantir plus qu'il ne faut. Peut-être pour terminer le monde académique, donc on a l'université pas très loin. J'étais assistant, directeur de thèse m'a fait le métier d'être là ce soir. Le monde académique brille par son, je dis dans le domaine de la finance ou de l'économie, brille par sa discrétion. Quelqu'un a évoqué UBS, donc je pourrais mentionner moi Crédit Suisse. C'était hier, ou quasiment aujourd'hui, rien. Donc vous avez au moins des collègues dans le domaine de la physique du climat qui s'expriment. Il y a des rapports, par exemple, ceux du GIEC, des mesures de température. C'est le b.a.-ba, donc on voit effectivement la température augmenter. Ils le font, puis ils prévoient des scénarios, c'est intéressant. Là, en Suisse, la seconde banque du pays disparaît, et silence radio. Silence radio, pour la plupart, pas tout le monde, pour la plupart. Alors, il y a un problème, parce qu'un professeur en Suisse, en particulier ordinaire, est bien rémunéré, pour une raison simple, il y a un contrat implicite avec le contribuable, qui est le suivant. On reste indépendant, parce qu'on est bien rémunéré, correctement rémunéré, puis on analyse la situation, et s'il y a des problèmes, on essaie de trouver des solutions. À partir du moment où il y a des compléments de salaire, il y en a, ça a été documenté, de la part des grandes banques,
il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts qui consiste à être occupé lorsque les journalistes posent des questions dérangeantes. Non, on ne répond pas. On répond pas. Non, si, vous devez répondre. Parce qu'il y a des spécialistes, et ce qu'ils ont à dire serait certainement intéressant. Et c'est pas normal d'être occupé lorsqu'on est spécialiste des grandes banques, des banques dites systémiques et de la finance, d'être occupé lorsque Crédit Suisse disparaît. Il y a un problème à la base. Et puis après ça, une fois que les choses se calment, apparemment, en apparence, c'est une crise permanente avec des phases plus ou moins aiguës. Quand ça se calme, le message est toujours le même. Je l'ai observé après 2007-2008, je l'observe maintenant, c'est de dire il ne faut pas déranger les banques. Maintenant, UBS, la seule grande banque, parce que la concurrence internationale, il faut faire attention, elle va partir. Donc, faire peur. Et c'est toujours le même type d'argument. Et une partie du monde académique qui joue ce rôle. Voilà, donc des mercenaires en col blanc. Le langage lui-même est abscon, souvent complexe. J'imagine que si vous écoutez parler un économiste pour la plupart des fois, vous avez envie de faire autre chose après quelques minutes, voire après quelques secondes. Donc, il faut essayer de réfléchir de manière complexe et de parler de manière claire. Et souvent, ils font le contraire, les politiciens aussi. Et ce n'est pas ce qui est à rechercher. Parce que réfléchir de manière simple et parler de manière complexe n'est pas plaisant. Donc là, il y a une vraie question qui se pose par rapport au monde académique, par rapport à cette complaisance vis-à-vis d'un système financier qui est très fragile. Le système financier actuel a besoin de deux béquilles, les banques centrales, donc ici la Banque nationale, et puis le contribuable. Parce que quand ça tourne vraiment mal, on nous demande de payer la facture. Mais sans qu'on nous ait expliqué les tenants et les aboutissants au préalable. Et c'est là justement où on aurait besoin de professeurs qui jouent leur rôle et qui, de manière objective, disent ça va bien, ça va mal, et voilà les solutions auxquelles on pense. Pas dire finalement tout va bien. J'ai écouté aussi des déclarations de certains membres du corps professoral quelques semaines avant la débâcle de Crédit Suisse. Je cite, non, il est impossible que Crédit Suisse disparaisse. Là, on voit qu'on a affaire à des spécialistes. Voilà, donc je m'arrête là, parce qu'autant laisser un peu de temps pour la discussion. J'ai certainement oublié un certain nombre de points, et n'hésitez pas, je vous cède la parole à nouveau. Je voulais juste rebondir sur la consommation ostentatoire, pour reprendre notamment les propos d'Hervé Kempf, qui a beaucoup écrit là-dessus. Ce week-end, à Genève, il y a eu une méga course de bateaux. Ils ont privatisé la rade, ils ont privatisé les quais, ils ont interdit les piétons. La place était à 95 francs pour assister. C'est une sorte de circuit Formule 1, donc le prix d'entrée, c'est 60 millions pour accueillir cette compétition. Alors, c'est des très beaux bateaux, hein. En carbone, c'est techniquement probablement le top. Je comprends qu'on puisse être fasciné, mais je suis un peu dérangé de voir nos autorités parader en lounge VIP, en trouvant ça super. Et il y a quelques années, il y avait eu la Laver Cup qui est venue à Genève, même cinéma. Donc, Laver Cup, c'est notre héros national Federer qui l'organisait avec Björn Borg. Ils ont pu privatiser la mairie de Genève pour faire la propagande pour leur événement où le prix d'entrée était de 300 francs aussi. C'est tout. Voilà. Donc, comment on explique cette impossibilité de critiquer cette manière, cette consommation ostentatoire qui, quelque part, pose le niveau de rêve de tout un chacun? Il n'est pas impossible de critiquer. On peut critiquer, mais pour le moment, ça n'a pas vraiment d'impact. On peut critiquer, on peut s'exprimer, contrairement à certains pays, mais bon, l'impact est quasiment nul. Donc il faut parler bien plus fort. C'est pour ça que j'ai un micro. Donc il faut se faire entendre, parce que ça, c'est insupportable. Donc on a affaire à des gens qui confondent l'être avec l'avoir. Et c'est ce qu'ils apprennent très souvent à l'université, pour ceux qui étudient ce domaine, c'est que toujours plus signifie toujours mieux. Donc une Ferrari, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Et 3 Porsche, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc pour vous donner une anecdote par rapport à ce type de personnage,